Shalom à toutes et à tous, grâce à Midrashet Juda Manitou, même en ces temps de guerre, là à présent pour découvrir, je sais pas quoi, la guerre des étoiles, c'est ça, Ariel Assaf? Eh Vas-y, oui, Bechavod. eh oui. Bien, alors bonjour les amis, je vais brancher la diaporama. Tata. Où est-ce qu'il a disparu? Il est là. Et, cher. Ok, et c'est parti. Ah non, non, c'est pas par là que c'est parti. Voilà, alors bonjour les amis, et on veut donc parler de la guerre des étoiles, façon israélienne, la partie israélienne de la guerre des étoiles. Bon, c'est quoi la guerre des étoiles? Alors, c'est une définition qui a été bien sûr inventée par les journalistes parce que ça frappe la guerre des étoiles. Et à l'origine, c'est une initiative américaine qui s'appelle Strategic Defense Initiative, une initiative de défense stratégique qui a donc été lancée par les États-Unis et que les médias ont appelé la guerre des étoiles. Alors, on va écouter la déclaration. 3 mars 1983, le président américain Ronald Reagan annonce le projet d'initiative de défense stratégique, qui est une sorte de bouclier contre une éventuelle attaque de missiles balistiques par l'Union soviétique. Les réactions ne se font pas attendre, la presse américaine va rapidement désigner ce projet comme le projet Star Wars ou Guerre des Étoiles, pour le plus grand mécontentement du réalisateur George Lucas, qui voit d'un mauvais œil cette publicité à quelques semaines de la sortie de l'épisode 6 de sa célèbre saga. Ce programme devait rendre les États-Unis invulnérables contre une attaque nucléaire. Une telle annonce a eu de grandes répercussions, que ce soit en Union soviétique et également en Europe. En effet, si le programme était effectif, il remettrait en question la politique d'équilibre de la terreur ou destruction mutuelle assurée, qui est alors la norme. Donc, ok, on a compris, le but, c'est de protéger les États-Unis d'une attaque de missiles nucléaires russes. Alors, nous, on veut se protéger d'attaques nucléaires iraniennes et on a donc la guerre des étoiles en version bleu-blanc israélienne. 3 mars 19... Alors, j'aime beaucoup cette image. J'ai demandé à l'AI de me faire une image des dirigeants européens qui sont baba devant Bibi. C'est bien ça, baba. J'ai pas pensé baba devant Bibi. En costume national. Alors, c'est pas ça que j'ai demandé comme photo. En fait, quand j'ai demandé à l'IA, j'ai demandé de mettre une photo sur fond de guerre d'Iran, et pas sur un fond là, de Versailles. Regardez la réponse de l'IA, ça vaut la peine aussi. Je ne peux pas générer une image montrant des dirigeants politiques avec des explosions en arrière-plan, car mon règlement interdit le contenu illustrant des images de guerre ou des conflits violents. Voilà. Évidemment, quand il s'agit de dirigeants qui aiment tellement la paix comme Macron et ses acolytes, on ne peut pas les mettre sur un fond de missile, ça se fait pas. Alors je rigole bien et on commence cette conférence. Alors, pour comprendre où on en est, il faut d'abord comprendre d'où on est parti. Alors on est parti dans les années 70, 60. Les industries aérospatiales, à l'époque aérienne israélienne, ont fabriqué un avion de transport, le Arava. Pour ceux qui viennent de France et qui voient là j'ai oublié comment ça s'appelait le transport français, il ressemble beaucoup, mais il est beaucoup, beaucoup plus petit. Il est très, non, il est très compact et il peut atterrir sur n'importe quelle piste de brousse. Il a très bien marché. C'était commandé par beaucoup de clients. Mais c'est un avion civil, c'est un avion de transport utilisable à des fins militaires. L'aviation de transport tactique a été dominée par des aéronefs de fabrication américaine, européenne et soviétique. Mais dans les années 60, Israel Aircraft Industry ou Israel Aircraft Industries a décidé de défier cette tendance avec une conception propre. L'Israel Aircraft Industries Arava a la distinction d'être le premier avion conçu par Israel Aircraft Industries à avoir été développé entièrement localement. Conçu pour le transport. Donc c'est très bien qu'on a fait un avion, mais enfin c'est encore pas grand-chose. Le grand pas en avant va être grâce à notre cher ami, le président français Charles de Gaulle, qui va nous mettre. Je vois chez moi il y a une alerte. Est-ce qu'il y a chez vous une alerte aussi?
Ouais, ici aussi, il y a une alerte. Alors, on va peut-être s'interrompre quelques minutes, le temps d'aller dans les... Je continue jusqu'à si l'alerte se déclenche. Et quand on va aller vers les chambres fortes, là, dans quelques minutes, alors j'arrêterai. C'est bon ou j'arrête directement maintenant tout de suite? Non, je sais pas. Monsieur Cohen, tu dis quoi? Non, parce que je ne sais pas si on aura besoin d'aller dans les abris ou pas. Moi, je Je peux pense qu'on écouter. attend d'avoir vraiment l'alerte parce que souvent on a la préalerte et on n'a pas l'alerte. D'accord, alors je continue Ok. pour l'instant. Si à l'alerte chez moi, j'arrête, ou si à chez vous, vous me le dites aussi, j'arrête. Ok. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après la guerre des 6 jours et les réalisations formidables du Mirage 3 français, qui est utilisé par Israël, la guerre des 6 jours, il y a l'embargo de Gaulle sur les armements à destination d'Israël, et on est coincé parce qu'on est entièrement dépendant de ce Mirage. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement fabriquer L'histoire du un Kafir Mirage commence israélien qu'on va... à la fin des années 1960. Israël venait de mener la guerre des 6 jours et à quel point la supériorité aérienne était essentielle à sa survie. Cependant, lorsque la France a imposé un embargo sur les armes, Israël s'est retrouvé dans une situation difficile. Les avions de chasse Mirage 5 qu'ils avaient commandés ont soudainement été bloqués, mais Israël a refusé d'accepter la défaite. Les ingénieurs d'IAI ont décidé de prendre les choses en main. En utilisant la conception du Mirage 5 comme base, ils ont commencé un projet audacieux pour construire leur propre version, améliorée de toutes les manières possibles. Le résultat a été le Necher et plus tard le Kéfir, qui signifie lionceau en hébreu. Ce qui rendait le Kafir différent, c'était son puissant moteur américain General Electric J79, le même que celui utilisé dans le F4 Phantom. Ce changement donnait à l'avion une meilleure poussée et une meilleure vitesse, le transformant en un redoutable chasseur de combat. La création du Kéfir ne visait pas seulement à construire un avion. Il s'agissait de construire l'indépendance. Il montrait qu'Israël pouvait innover sous la pression, adapter la technologie étrangère et en sortir encore plus fort. De l'embargo à l'excellence, c'est le véritable esprit qui a présidé à la naissance du Kafur. Le Kfur n'était pas qu'une simple copie du Mirage. C'était une évolution. Bon, c'est une évolution. L'histoire du Kafir. Et c'est quand même, on a reçu un petit peu d'aide, on nous a un petit peu filé une partie des plans du Mirage. Et on a fini, donc ce Kfir, vous voyez, avec tous les armements possibles, est utilisé par l'armée de l'air israélienne, les navies américains, l'armée de l'air de l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Équateur, le Sri Lanka. Donc ça fait un tabac sur le marché, un très bon avion de combat, mais encore, c'est pas entièrement à nous. On a beaucoup amélioré le Mirage français, mais à la base, c'est quand même des plans du Mirage et un moteur américain. Et alors là où ça change complètement, c'est quand on décide de fabriquer un avion bleu-blanc, qui va s'appeler le Lavi, qu'on commence à développer en 82. Et il va commencer 5 ans plus tard, il est déjà en vol. Et on va en construire trois exemplaires de ce Lavi, qui est censé être le meilleur chasseur du monde, en tout cas le plus adapté aux besoins de l'armée israélienne. À ce moment-là arrive la catastrophe. La catastrophe, c'est 1987. En 1987, les Américains nous interdisent de poursuivre le programme du Lavi. Ils ont trop peur que ça concurrence leur F-16. Et j'ai mis un verset qui c'est un moment de détresse pour Yaakov, mais de ce moment de détresse va sortir la délivrance. C'est-à-dire que le verset dit qu'il y a un moment de détresse pour Jacob, mais on va s'en sortir. Mais il y a des commentateurs qui disent non, on va se sortir grâce à la détresse qu'il y a eu. La détresse va nous permettre de faire un grand bond en avant. Alors effectivement, les Américains nous interdisent de faire de continuer à développer le Lavi. Le gouvernement veut continuer à la barbe des Américains. Malheureusement, ils ont mal calculé leurs coûts et le gouvernement se trouve en infériorité à la Knesset et le Parlement décide d'arrêter le financement. Tout ce qui manquait à l'époque, c'est 150 millions de dollars. Ça paraît ridicule aujourd'hui quand on pense que pour 150 millions de dollars, on a arrêté ce programme d'indépendance aérienne, mais c'est ce qui a été fait. Une partie voulait arrêter le programme parce que ça coûtait trop cher à l'État d'Israël, une autre partie parce qu'ils ne voulaient pas se libérer de la tutelle américaine, ils voulaient rester dépendants des Américains en pensant que si on est dépendant d'eux, ça nous aidera dans des différentes considérations politiques. En tout cas, en 87, on arrête de produire le Lavi. Et donc, ça débauche des milliers d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, techniciens, etc. Et donc, c'est un traumatisme. Mais ça va nous faire avancer. Mais Mena Vivachad, là va sortir la délivrance. Parce que ces ingénieurs vont créer des nouvelles entreprises dans les domaines privés, dans les logiciels,
et dans d'autres technologies. On va apprendre, on a appris quand on a essayé de créer cet avion, c'est la première fois qu'on faisait un projet de cette envergure. Donc on a appris, nos ingénieurs ont appris à gérer des projets très complexes. On pourrait utiliser ces connaissances pour gérer d'autres projets. Et on va se repositionner. Au lieu de construire un avion, on va construire des modules pour l'avion, de l'avionique, ce qu'on appelle tous les systèmes électroniques qu'il y a dans l'avion. Et on va commencer à en vendre au monde entier. Et surtout, puisqu'on est maintenant, on sait construire des avions, ben on peut faire des avions sans pilote, des drones. Ça, les Américains nous permettent, à l'époque, les Américains ne sont pas un grand leader dans les drones, ça ne les intéresse pas à l'époque. Nous, oui. Et donc, on se lance dans les drones, on va devenir très vite leader mondial. Alors, première chose, c'est les avions. Je veux dire, on fait de l'avionique, on fait des systèmes électroniques. Alors, les Américains nous ont empêchés de construire de la vie, mais ils se sont engagés à nous fournir les avions de combat dont on avait besoin. Donc, on va commencer à acheter des avions américains. Mais le F-15 utilisé par Israël n'est pas le F-15 utilisé par les Américains ou par les autres acheteurs. Le F-15, rebaptisé en Israël Raham, le tonnerre, c'est en fait le F-15I, I pour Israël. C'est un modèle spécial. On achète la plateforme volante, mais en fait, tous les systèmes de télécommunication, de radar de tir, etc., sont fabrication israélienne. Même chose avec le F-16. Le F-16, rebaptisé en Israël Soufa, la tempête, n'est pas le F-16 américain, c'est le F-16I. Et bien sûr, le dernier venu dans la panoplie israélienne, c'est le F-35 furtif, qui s'appelle en Israël Adir, le puissant, qui est nouveau le F-35I. C'est-à-dire qu'on achète aux Américains une plateforme, on leur dit mettez des connecteurs, des câblages, etc. Et après, tout ce qui est électronique dans l'avion, c'est nous qui le faisons. Alors, c'est déjà un repositionnement des industries israéliennes. On ne fabrique pas l'avion, mais on fabrique les composantes électroniques qu'on va revendre à d'autres pays, y compris aux Américains eux-mêmes. Par exemple, le casque. Le casque de pilote, aujourd'hui, les pilotes de la plupart des armées de l'OTAN sont des casques développés par Israël, par Elbit. C'est un casque qui montre aux pilotes toutes les données de vol sur le casque. Nous Il y a avons l'alerte. l'alerte. Je suis désolé. Ok, arrêt, on s'arrête. On reprend peut-être à la fin de l'alerte. Vous m'appelez quand c'est fini. Il opère. Il a un œil sur son opération et puis un œil sur tous les moniteurs qui sont à droite, à gauche, qui donnent la tension du patient et son pouls, etc. Alors, au lieu de tourner la tête pour lire les écrans de contrôle, pour savoir la situation, la pression oxygène, la saturation, etc., il voit tout dans ses lunettes et peut garder les yeux braqués sur son opération, exactement comme les pilotes d'avion. Donc, non seulement on a développé ce système pour les pilotes, mais ça a beaucoup de retrouvés dans le civil. Je continue avec un autre domaine qu'on avait commencé avant la saga du Lavi, c'était les drones. On avait commencé déjà après la guerre du Kippour, où une des conséquences de la guerre du Kippour, c'est que les commandants sur le terrain avaient demandé d'avoir la possibilité de voir ce qui se cache, la surprise qui les attend derrière la colline devant eux. Et donc, ce qu'il fallait, c'était un drone qui puisse aller en avant de quelques kilomètres et voir, prendre des photos du terrain en avant, quelques kilomètres en avant, pour éviter les surprises. Et donc, c'était des petits drones qui pouvaient emporter des caméras de 10-20 kilos à une distance de quelques dizaines de kilomètres. Et donc, on a développé deux systèmes, le Scout et des industries un truc israélien et le Mastiff de Tadiran, deux concurrents. Vous les voyez au musée de l'aviation aujourd'hui. Et on a commencé donc à être parmi les premiers à investir dans les drones de façon systématique. Et la génération suivante, le Pioneer, a connu son heure de gloire dans l'armée américaine à la guerre du Golfe. Donc, on est les premiers dans les drones dans les années 70, et aujourd'hui, on est vraiment leader mondial dans les systèmes de drones. Là, ce que vous voyez à droite, c'est le Rochev Shamaim Skylark, qui est un drone jeté par des unités d'infanterie. Donc, chaque unité d'infanterie, elle a ce drone à sa disposition. Pour le lancer, il suffit de le jeter comme une pierre, et il va voir ce qui se passe autour. Et il donne des photos et des films au commandant pour comprendre qui se trouve autour de lui, amis, ennemis, le jour, la nuit. Et donc aujourd'hui, voilà, on a ces drones individuels jetables par des soldats d'infanterie.
On a été les premiers à inventer. J'ai beaucoup rigolé quand on nous a dit qu'on est attaqué par des drones d'attaque iraniens qui sont une copie d'un drone d'attaque, je ne sais plus duquel. En fait, ceux qui ont inventé ce système, c'était Israël. D'abord, on a eu le Harpy, après, on a eu le Harop, qui sont des drones qui se dirigent sur des émissions électroniques et qui détruisent l'émetteur. Ça avait été inventé à la guerre du Liban, la première guerre du Liban, quand on avait détruit les radars de protection aérienne des Syriens dans la Bekaa au Liban. C'était en fait, on avait fait une fausse attaque de l'aviation qui avait fait que les Syriens avaient allumé tous leurs radars pour suivre les avions de combat. Et alors, on a lâché ces drones qui se sont dirigés sur les émissions des radars et qui ont détruit les radars. Donc, ces drones d'attaque suicidaires, c'était à l'époque une invention israélienne des années 80. On en voit un, c'est un test, il va viser une cible sur un bateau, tirer derrière un bateau, et on va le voir s'écraser sur la cible. Donc les drones suicidaires, c'est aussi une invention israélienne. D'abord les drones de surveillance, voilà, on voit qu'ils s'écrasent. D'abord les drones de surveillance, ensuite les drones suicidaires. Après, on a inventé toutes des familles entières de drones. Je ne vais pas maintenant rentrer dans toutes les caractéristiques des différentes familles, mais enfin, il y a le Dalila, le Popeye, le Jericho et le Jericho 3, qui est déjà une super fusée balistique qui peut arriver à 4800, même plus kilomètres, et transporter une charge nucléaire dans le cas, dans la configuration où peut-être Israël disposerait de l'arme nucléaire. Je vous rappelle qu'on n'a jamais dit ni oui ni non. On laisse supposer qu'on a l'arme nucléaire sans le dire clairement, donc oui ou non, je ne sais pas. Je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de ces photos que je montre dans ce diaporama, je les ai prises sur des sites étrangers, parce qu'effectivement, en Israël, beaucoup de choses sont classifiées et sont bloquées par la censure israélienne. Donc tout ce que je prends, ça vient de sites étrangers. Donc c'est vrai ou c'est faux. C'est eux qui le disent. Ce n'est pas ni confirmé ni infirmé par Sahel. Et alors, on arrive à deux types de drones. Vous vous rappelez, le Scout et le Pioneer, ces drones de surveillance par lesquels on a commencé après la guerre du Kippour. Alors là, aujourd'hui, on a dans deux générations de drones exceptionnels, le Héron et le Hermès, qui, eux, peuvent rester en l'air des dizaines d'heures et qui savent faire de la surveillance, du brouillage électronique ou carrément porter des missiles et attaquer. Quand vous entendez, là, c'est le Hermès qui, pendant des années, était le projet central de l'armée israélienne. On a investi des sommes incroyables dedans. Ça, de nouveau, c'est un drone qui reste en l'air pendant une période très, très longue, presque 2 jours, et qui emmène des missiles d'attaque. Alors, quand vous entendez que l'armée israélienne a détruit des lanceurs de missiles iraniens, ben, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, ces drones sillonnent le ciel iranien, et dès qu'un satellite signale un départ de missiles, parce qu'on voit la chaleur de la poussée des réacteurs qui propulse le missile dans les airs, alors on envoie le Hermès, en hébreu Zik, le plus proche, qui va lâcher un missile pour détruire le lanceur iranien. Donc, ce sont des drones d'attaque. Donc, on est passé des drones de surveillance aux drones suicides, aujourd'hui aux drones d'attaque. Un drone qui attaque et qui peut se réapprovisionner et reprendre sa mission. Voilà, ça c'est le Zik. J'ai pris ça de nouveau dans un site international qui dit que dans les années 2017, on estime que pour 60% des ventes de drones dans le monde sont israéliennes. On est devenu le leader incontestable des drones dans le monde, et tout ça avec des ingénieurs qui à l'origine travaillaient sur le Lavi et qui ont été donc limogés, perdu leur boulot après le Lavi. Alors une partie sont partis à l'étranger aux États-Unis, une partie sont allés dans le civil et une partie ont mis leur expertise au service de nouveaux domaines. On a parlé des casques de vision, de l'avionique, et ceux qui étaient des ingénieurs aéronautiques spécialistes dans les ailes, les moteurs, etc., ont fait des drones très perfectionnés. Et de là, on arrive à l'ère des missiles. Alors, dans la défense aérienne, on a une défense multicouche. C'était l'idée de cette conférence, c'était à l'origine, c'est de faire comprendre quelles sont les couches de défense dont dispose l'État d'Israël. Mais en fait, c'est devenu quelque chose d'autre. Vous allez comprendre à la fin quel est le but de cette conférence. Donc, dans les systèmes de défense, on a bien sûr le dôme de fer que tout le monde connaît qui abat les missiles à courte portée. Aujourd'hui secondé par le Or Eitan, qui est un
un laser qui abat ces missiles de courte portée. Et après, on a le Kela David, la fronde de David, anciennement Sharvit Ksamim, le bâton magique, qui abat les missiles de moyenne distance. Et après, le Chetz, qui attaque les missiles balistiques à haute portée. Mais il faut comprendre que si un tir de laser coûte quelques dollars le tir, un tir de Kippat Barzel coûte 50 000 dollars la pièce, et en général on le tire par deux, donc 100 000 dollars chaque tir. Après on va déjà aux centaines de milliers de dollars et on arrive aux millions de dollars du Chetz. Les Américains ont des missiles antimissiles qui coûtent jusqu'à 20 millions de dollars. Donc ça coûte cher, chaque tir coûte très cher. Alors là on voit sur la carte qui s'affiche maintenant, on voit les défenses, on voit le bleu, le dôme de fer qui couvre une zone spécifique et intercepte les attaques à courte portée à partir du Liban dans le nord d'Israël ou à partir de Gaza dans le sud d'Israël. En orange, on a la fronde de David qui, elle, protège pratiquement tout Israël de missiles du Liban ou du sud, mais pas encore d'Iran. Et après, on a le Chetz qui, lui, couvre tout Israël et peut arrêter des missiles qui arrivent de l'espace, qui arrivent d'Iran. Là, on a les spécifications. Je ne vais pas vous lire le tableau de spécifications, ce n'est pas intéressant dans cette conférence. Si on faisait une conférence développée, on voit chaque système, de quoi il est capable, quelle distance, etc. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Et juste pour rappeler ce que c'est que le dôme de fer. Alors que les c'est pas une alerte, retentissent à Tel c'est un Aviv, film dans le téléphone. un réflexe C'est pas une pour alerte. ses habitants, se réfugier dans ce parking souterrain pour se mettre à l'abri des missiles iraniens. Des attaques qui se multiplient depuis vendredi dernier. Pour se protéger, Israël peut compter sur des systèmes défensifs de pointe. Parmi eux, un parapluie antimissile de courte portée, appelé Dôme de Fer, avec intercepter roquettes, drones et frappes de mortier. Non, c'est pas monté moral, oui, monté moral. On voit que ça, quand même, ça fonctionne pas mal. Après calcul de la trajectoire. Ça fonctionne pas mal et ça protège Israël. Dans le domaine des interceptions des missiles qui nous arrivent de nos voisins, je rappelle que l'année dernière, il y avait une grande première. Est-ce que c'est déjà il y a 2 ans, est-ce qu'Israël a remporté la première bataille spatiale de l'histoire, puisqu'on a intercepté un missile Houthi, donc un missile du Yémen, dans l'espace. Et donc la première phase de la guerre des étoiles dans l'espace, c'est aussi Israël, bien que de nouveau l'armée israélienne n'a pas ni infirmé ni confirmé ce compte-rendu, et que l'armée a annoncé que le système de l'armée de l'air ont suivi la trajectoire du missile et l'ont intercepté au moment et à l'endroit le plus approprié. Mais d'après les médias internationaux, c'était une interception dans l'espace, donc une première mondiale. Israël fait la guerre des étoiles très près des étoiles. Vous avez entendu que le dernier problème maintenant, c'est les armes à sous-munitions. Les missiles iraniens qui se désintègrent en plusieurs petits missiles, pas qui désintègrent, qui lâchent plusieurs missiles indépendants, donc qui ont une charge utile, moins d'explosifs dans chaque missile, mais qui couvrent une très grande surface. C'est pas neuf, ça a déjà été inventé dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des essais d'interdire ce genre de missiles dans les conventions internationales, mais comme on voit, ça n'a pas très bien marché et les Iraniens s'en servent. Ils s'en sont servis aussi dans la guerre du Golfe pour lâcher du gaz avec des petits missiles qui couvraient une très grande surface pour gazer leurs ennemis sur une très grande superficie. C'est utilisé en Ukraine, fourni par Washington. Donc, c'est pas seulement les Iraniens, c'est une arme connue. C'est plus compliqué à abattre parce qu'il faudrait de préférence l'abattre avant qu'il se divise en 50 petits missiles quand il n'y en a que un. C'est plus compliqué pour la défense aérienne, mais apparemment l'armée israélienne a annoncé qu'on sait aussi se mesurer à ce genre de missiles à sous-munitions. Dernier né de la technologie, je l'ai dit, c'était le rayon laser, le rayon qui tue, là, qui
qui abat les missiles What en if vol. Israel could intercept aerial threats while saving financial resources? That is the mission that Rafael and Elbit Systems set out to Un solve. laser, c'est beaucoup moins Fast cher. forward, and we are getting the first ever laser beam, or Or Eitan. Passe de This system intercepts all 50 types of 000 aerial dollars threats, ranging from simple mortars to UAVs to long-range ballistic missiles. à 2 The millions de dollars Iron pour un Beam trait, does it ou 1 all. $4 pour un tir du laser. Je rappelle maintenant où j'ai commencé. J'ai commencé en parlant du Lavi, en disant que le Lavi a été un coup mortel aux industries israéliennes. Apparemment, c'était le limogeage de milliers d'ingénieurs, mais qu'en fait, ça nous a permis de prendre le leadership dans différents domaines, dans l'avionique, dans les drones, dans les missiles antimissiles. Il y a un deuxième problème qu'on a eu, qui lui aussi a commencé par Et Tzara le Yaakov, un grand problème pour Yaakov, mais de là est sortie une grande Géoula, et c'est l'affaire Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, je rappelle, c'est un officier de renseignement américain qui est analyste, donc qui traite les données des satellites américains, et il se rend compte que d'après certains pays arabes sont en train de préparer des missiles qui menacent directement Israël. D'après les accords entre les Américains et Israël, les Américains se sont engagés à fournir à Israël toutes les photos de l'espace qui concernent la sécurité israélienne. Et Jonathan Pollard se rend compte que pour des raisons de politique américaine, ces renseignements qui sont critiques pour Israël ne sont pas transmis à Israël. Alors il prend ces photos qu'il a et il les transmet de façon illégale à Israël, donc c'est de l'espionnage. Et pour ça, il va être arrêté et condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis. Finalement, il a été relâché. Aujourd'hui, il habite en Israël. Mais donc, on s'est rendu compte, grâce à l'affaire Pollard, que les Américains, malgré leur engagement à soutenir Israël, à nous communiquer toutes les données importantes, toutes les photos de l'espace, ne nous les transmettent pas, malgré leurs engagements. Ça, ce sont nos amis. Et donc, ce que va faire Israël, c'est on n'a pas le choix, il faut qu'on développe nos satellites à nous. Et donc, l'affaire Pollard, qui a été un gros problème politique, parce que c'était vraiment un point de fracture entre Israël et les Américains. Les Américains nous ont accusé, comment vous, un pays ami, vous espionnez dans un pays ami, et nous, comment vous, qui vous engagez à défendre Israël, vous nous cachez des photos qui intéressent directement la défense israélienne. Donc il y a eu un grand froid entre Israël et les États-Unis, et la conséquence a été qu'Israël a dit, on ne veut plus être dépendant des Américains, et on va développer nos propres programmes de satellites. Alors, donc, on ne veut plus dépendre du renseignement américain. Et on avait déjà commencé à faire un programme satellite et on va l'accélérer. Et si l'affaire Pollard a éclaté en 85 et que Pollard a été condamné en 87, en 88, on a déjà un satellite qui est lancé dans l'espace, OFEC 1, et non seulement lancé dans l'espace, mais lancé par Israël. Parce que dans un satellite, il y a deux choses. Il faut, savoir développer un satellite, c'est construire un satellite qui peut vivre dans l'espace. Dans l'espace, du côté du Soleil, c'est des températures dingues qui brûlent. Du côté ombre, c'est le froid interstellaire. Donc, c'est plus 150 degrés d'un côté du satellite, moins 150 degrés de l'autre côté du satellite. Donc, il faut avoir des matériels qui peuvent supporter non seulement des températures de plus 150 degrés ou moins 150 degrés, mais aussi le gradient de passer de cette température à l'autre température. Il faut développer les systèmes de panneaux électriques dans l'espace pour alimenter le satellite. Il faut construire tous les systèmes satellites. Et après, deuxièmement, il faut le lancer dans l'espace. Donc, il faut avoir des fusées lanceurs. Les Américains ont les fusées Saturn de leur programme spatial. Les Européens ont le fusée Ariane. Nous, on n'a pas de lanceur. Et on a créé un lanceur, le lanceur Shavit, dont on va tout de suite parler. Alors, juste un petit fil de nouveau qui vient de l'Internet. Ah, il vient de l'Internet, mais il ne marche pas. Ok, il présente Israël comme le 6e pays dans le nombre de satellites dont on dispose. Mais ça ne marche pas, alors on continue. Donc on a mis au point le Shavit. Le Shavit, c'est un missile lanceur, porteur. Il est proche cousin du Jericho, le missile balistique israélien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a deux problèmes en Israël. D'abord, on a un lanceur qui est très petit. C'est un lanceur qui peut lancer quelques dizaines de kilos jusqu'à quelques centaines de kilos. Un satellite américain, ça pèse plusieurs tonnes. Donc d'abord, on a dû faire un satellite miniaturisé qu'on soit capable de lancer. Donc on a dû réduire tout ce qu'il y a dans un satellite classique américain, russe
ou européens, on a dû nous le faire beaucoup plus petit pour qu'on soit capable de le lancer dans l'espace. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est que tous les pays du monde tirent leurs satellites vers l'Est. Comme il y a une rotation de la Terre d'Est en Ouest, si on tire vers l'Est, on tire à l'inverse de la rotation de la Terre. Donc la vitesse de départ du missile s'ajoute à la vitesse de rotation de la Terre. Nous, on tire vers l'Ouest. Donc c'est le contraire. Il faut qu'on ajoute, il faut encore plus de puissance dans le lanceur, ce qu'on n'a déjà pas. Donc c'est pour ça qu'on est encore obligé de réduire le poids du satellite. Pourquoi est-ce que nous, on tire vers l'Ouest si tout le monde tire vers l'Est? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si jamais il y a un ratage on ne veut pas que les débris tombent sur les villes d'Israël, donc on tire vers l'ouest, vers la mer. S'il y a un ratage, ça tombera dans la mer. Deuxième chose, les ratages sont souvent au départ et on ne voudrait pas que notre missile s'écrase après quelques minutes de vol et tombe en Jordanie ou en Irak et que tous nos secrets tombent chez nos ennemis. Donc ce qu'on préfère, c'est tirer vers l'ouest et donc si jamais ça tombe dans la mer, ça tombe dans la mer. Ça a failli une fois déclarer un conflit avec les États-Unis parce qu'on annonce toujours qu'on va faire un lancement de satellite, mais il y a un de nos fusées Shavit qui est tombé à quelques kilomètres d'un vaisseau de guerre américain de la 6e flotte en Méditerranée. Et le vaisseau américain, les radars ont vu ce missile qui fonçait vers lui, ils se sont crus attaquer et ils ont voulu engager une riposte contre la base de lancement. Donc on n'était pas loin d'un tir américain contre Israël. Heureusement, on a arrivé à arrêter ce problème, cet incident diplomatique. Mais donc on tire vers l'ouest pour ces deux raisons-là, pour ne pas avoir les débris sur les villes israéliennes ou pas avoir nos secrets chez nos voisins. Donc ça demande de nouveau de réduire le satellite. Et ça va être très intéressant parce que le fait de miniaturiser le satellite va énormément faire baisser les coûts du satellite. Et donc Israël produit des satellites qui sont bon marché. Pardon, Yves Bensoussan, ferme ton micro s'il te plaît, merci. Voilà, donc ce que je viens de vous raconter, qu'on a tout minimisé et on est devenus les maîtres mondiaux de la miniaturisation des caméras et des capteurs. Génial. Bravo pour nous. Alors, on a fait toute une série de satellites OFEC, donc de satellites espions, qui font donc des tours autour de la Terre tous les 90 minutes et qui vont filmer ce qui se passe chez nos ennemis. Vous comprenez que quand on lance un satellite espion, il en faut plusieurs, parce que comme ils font une orbite autour de la Terre et tous les 90 minutes, quand il est de l'autre côté de la Terre, ça ne nous intéresse pas. Ça intéresse les Américains, parce qu'eux veulent surveiller la Terre entière. Nous, on veut surveiller surtout le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Égypte et encore d'autres pays de la région. Mais quand le satellite se trouve en Amérique du Sud, ça ne nous intéresse pas énormément. Donc, mais au moment où le satellite se trouve en Amérique du Sud, nous, on est aveugles. Donc, il faut qu'on ait un autre satellite qui puisse prendre le relais pour que à tout moment, on puisse chasser, par exemple, les lanceurs iraniens. Quand vous êtes, tout à l'heure, on a été surpris par une alerte. Quand on a une alerte qui nous dit préparez-vous à un tir de missile, soyez proche des abris, c'est parce qu'un satellite a détecté le lancement du missile et on sait qu'un missile balistique met 10 minutes à atteindre Israël, donc on a 10 minutes à attendre ou pour que le missile soit battu en vol, donc on n'a pas besoin d'aller aux abris, ou qu'on l'a raté très loin, il va être intercepté très proche, et donc il faut être dans les abris pour éviter les dégâts. Donc voilà, on a jusqu'aujourd'hui, on a tiré la liste de tous les OFEC qu'on a lancés dans l'espace, le dernier étant le 19. Une partie sont des satellites photo, une partie sont des satellites radar, parce qu'un appareil photo ne voit pas la nuit, un appareil photo ne voit pas à travers les nuages, un radar oui. Donc ça nous permet d'être opérationnel de jour, de nuit, par beau temps ou par temps couvert. On a lancé une deuxième série après la série OFEC, la série Eros. Eros n'a rien à voir avec le nom utilisé, c'est un acronyme pour Earth Resources Observation Satellite. Et c'est un satellite qui, à la différence du OFEC, est un satellite commercial. C'est-à-dire que quand ça permet d'avoir un financement international de gens qui sont intéressés. Par exemple, j'ai travaillé à l'époque quand j'étais à l'armée, j'ai travaillé un petit peu avec ce programme. Et par exemple, ces photos sont achetées par les pêcheurs de thon.
quand les pêcheurs de thon veulent savoir où sont les bancs de thon, parce que les bancs de thon, les thons se promènent par milliers sous la mer, et ben le Eros, avec des caméras spéciales, peut voir ces thons sous la mer et dire aux flottes de pêcheurs où aller pêcher leurs thons. Quand il y a un pays qui a des cultures qui sont attaquées par un parasite, le satellite peut voir les zones touchées et annoncer quelles zones sont touchées par le parasite et il faut soigner ces cultures. Donc c'est acheté par toutes sortes de clients qui ont besoin des photos aériennes, mais bien sûr quand il est au-dessus des pays qui nous intéressent nous, les photographies sont données à l'armée. Donc l'armée contrôle le satellite quand il est au-dessus des pays ennemis. Quand il est au-dessus de pays qui ne nous intéressent pas militairement, alors il y a deux solutions. Si vous payez une certaine somme, vous recevez les photos prises par le satellite. Si vous payez un peu plus, alors vous recevez carrément le guidage de la caméra, mais vous pouvez choisir de photographier spécifiquement une région qui vous intéresse. Donc ça, c'est la deuxième série de satellites lancés par Israël, Ophek et Eros. On n'a plus tellement de temps, donc on va laisser tomber ce petit film. Après ça, Israël s'est lancé dans les satellites de communication. Alors la série Amos, bon, nouveau Amos, c'est un prophète biblique, mais c'est aussi un acronyme, Affordable Modular Optimized Satellite. Ce sont des satellites de transmission donc qui servent à transmettre. C'est par exemple quand vous téléphonez aux États-Unis, votre communication, elle passe par satellite. Elle peut aussi passer par câble sous-marin ou elle peut passer par satellite. Et donc, on a une série de satellites télécommunications. Le problème des satellites de télécommunications, c'est qu'il doit rester fixe. Vous voulez que votre antenne, elle parte vers le satellite et que le satellite renvoie l'onde vers un endroit où vous voulez, vers l'Europe, vers les États-Unis. Donc, il faut qu'il reste géostationnaire, c'est toujours au même endroit. Il faut qu'il tourne en synchronisation avec la rotation de la Terre, et pour ça, il faut qu'il soit à 36 000 km dans l'espace. Donc il faut réussir à lancer un satellite à 36 000 km d'altitude dans l'espace. Une nouvelle gageure, ça a été fait aussi dans la série Amos, mais là, on travaille en général avec des coopérations américaines ou européennes, les fusées Ariane, etc. Juste une nouvelle arrivée hier. Hier, il y avait dans les nouvelles, le Hezbollah annonce qu'il a attaqué la station satellite de Mekaïla. Vous voyez sur la photo de gauche une photo de ce champ de satellites. Vous voyez toutes les antennes satellites, des plus grandes, des plus petites, dans toutes sortes de directions. Ça sert essentiellement les communications civiles. Ça sert aussi la télévision, quand les reportages dans le monde entier, les reporters parlent grâce à ces satellites. Donc hier, le Hezbollah annonçait qu'il avait attaqué la station de Mekaïla. De nouveau, pas de réaction officielle israélienne. Et aujourd'hui, l'armée israélienne, la censure israélienne a permis de montrer les photos. Donc voilà ce qui s'est passé à Mekaïla. Vous voyez à droite les antennes satellites. Vous voyez les antennes. Et c'était les antennes satellites jusqu'à, boum, effectivement, un missile iranien a fait pas mal de dégâts dans ce champ d'antennes de Mekaïla. Donc ils sont précis, hein, faut pas être mezalzel, il faut pas les prendre à la légère, ils savent viser. Regardez la taille de ce champ d'antenne, c'est pas énorme, c'est 500 mètres sur 100 mètres et ils ont réussi à le toucher et faire pas mal de dégâts. La suite de cette idée, c'est déjà même plus les industries israéliennes officielles, c'est la fusée Breshit, la sonde lunaire qui est arrivée jusqu'à 30 km de la Lune. En fait, l'idée était de remporter un prix, le Google Lunar Prize de 20 millions de dollars. On n'a pas réussi, mais on a quand même réussi à arriver à 30 km de la Lune, prendre des photos. L'atterrissage a raté, mais ça montre les capacités d'Israël. Je rappelle qu'on est parti de pas grand-chose quand on a commencé avec l'avion Arava, passant par le Kfir Copy grâce à des plans empruntés aux Français, après l'avis entièrement israélien, interdit par les Américains, et de là, après, toutes ces technologies de drones, de missiles, d'antimissiles, de satellites, etc., et d'avionique. Et pour ne pas rester uniquement dans l'espace, aujourd'hui, on est aussi sous les mers, et ça c'était publié il y a un an. Israël bouscule les océans, son sous-marin autonome fascine l'Allemagne. Mon premier grand véhicule sous-marin autonome Blue Whale d'Israël.
Le Blue Whale est construit par Israel Aerospace Industries et est conçu pour des missions sous-marines de longue durée comme l'ISR, la détection de mines et le soutien à la guerre anti-sous-marine sans mettre en danger une plateforme rudimentaire. Les reportages autour de la remise établissent également un lien entre le projet et la coopération avec ThyssenKrupp Marine Systems, ce qui est important pour la manière dont l'Allemagne pourrait l'intégrer à son écosystème naval. Donc, on est très bon vous avez compris, dans la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, ça va même sous les océans. Mais quel était le but de cette conférence? À l'origine, c'était un peu d'ordre, expliquer comment fonctionnent les missiles antimissiles, mais j'essaie de changer un petit peu l'idée de cette conférence. Premier grand. Et en fait, ce que je veux raconter, c'est ça. Je reviens à ce verset. Qui mimena, qui va être Sarah le Yaakov, mimena Ivasha. C'est un moment de détresse pour Yaakov, mais de là vient la délivrance. Alors d'abord, j'ai expliqué que le lavi, c'était un coup fatal, quoi. On nous empêche de faire notre avion. On nous fait limoger des milliers d'ingénieurs. Mais finalement, avec toutes ces connaissances, on va faire des drones, on va faire des satellites, on va faire de l'avionique, on va faire un tas de choses, on va savoir gérer des projets complexes. Et même chose avec Pollard. On voit que la confiance qu'on a les Américains était problématique, puisqu'on leur a fait confiance qu'ils nous donnaient les informations de l'espace dont on avait besoin, ils ne l'ont pas fait. Et donc, on a créé toute notre gamme de satellites espions. Donc, grâce à ces problèmes, on en est sorti et on en est sorti grandi. Puisqu'aujourd'hui, je dis, je parlais de l'avionique qu'on vend, les drones qu'on vend, les antimissiles qu'on vend, et même chose avec les satellites. Je vous ai expliqué qu'il y a les satellites commerciaux dont on vend les services dans le monde entier. Alors, ça aussi, une chose qu'il faut comprendre, c'est que on nous parle beaucoup de l'aide américaine. Les Américains nous aident des milliards de dollars, c'est vrai. Certains parlent maintenant, là j'ai un article de Maariv, comme quoi c'était des dizaines de milliers de milliards de dollars, pardon. Mais il faut comprendre que c'est à double sens. On parle toujours de l'aide américaine, mais on ne parle pas de l'aide qu'Israël donne à l'Amérique. J'ai mis deux tableaux ici. À gauche, comment est-ce qu'on aide les Américains, les industries américaines? D'abord parce qu'on teste en situation de combat, donc on améliore leurs équipements. Les améliorations qu'on fait en Israël, on les Américains qui les incorporent dans le système. On leur donne des technologies de drones, de senseurs, puisqu'on est les meilleurs au monde là-dedans. À droite, vous voyez les changements des doctrines américaines. On les aide à changer leur façon de faire la guerre grâce à ce que nous, on a vécu ici. Par exemple, comment se mesurer contre les drones et contre les missiles, etc. Donc, il y a beaucoup de technologie et de savoir-faire qui est donné par Israël aux États-Unis. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a dit, ça c'était dans l'Internet il y a quelques semaines, que le PDG de Lockheed Martin, la grande boîte qui fabrique les avions de combat américains, surtout le F-35 furtif et le F-16 utilisés par Israël, a dit que les connaissances et les développements, les améliorations qu'Israël ont apportées aux avions valent des milliards de dollars à sa compagnie. Donc rien que dans le domaine des avions, les améliorations qu'on a portées au F-35, au F-16, au F-15 valent des milliards aux Américains. Alors d'abord, c'est les améliorations, parce que nous on améliore leurs avions, on leur donne. On leur montre les faiblesses de leurs avions, ils peuvent les corriger. Mais surtout aussi, après, on est la publicité-vente. L'Allemagne qui voulait acheter des Eurofighters européens, quand elle a vu ce qu'Israël fait avec le F-35, a arrêté l'Eurofighter et a décidé d'acheter des F-35 américains. Et est en train de couler le projet européen d'un avion de combat européen, le Eurofighter. Ça, de nouveau, la publicité, c'est un des grands postes de budget de toutes les boîtes. Et la publicité qu'on fait aux armements américains, ça coûte aussi des centaines de millions, si ce n'est des milliards. Ceux qui se rappellent, quand Israël était interdit de présenter ses systèmes au Bourget, au salon aérien du Bourget, les Français ont mis des panneaux noirs pour cacher le stand israélien, sur lesquels Israël ont marqué « Nous ne pouvons pas vous présenter nos projets, mais si vous voulez savoir comment ils fonctionnent, suivez les nouvelles ». Effectivement, voir l'utilisation qu'Israël fait de ses armements et des armes américaines, c'est la meilleure publicité possible. Donc d'abord, dans quel domaine on a économisé des milliards aux Américains? D'abord, on a testé leur système en conditions de combat.
eux ont développé leur système. Ils ne savent pas quelles sont les supériorités et les défauts de leurs avions. Nous, on leur amène. Après, on les améliore et on leur donne des améliorations qu'il y a et dans le logiciel et dans l'avionique. On leur apprend, on leur aide à améliorer les anciennes générations du matériel qu'ils avaient. C'est à tel point qu'il y a la collaboration que la Taasia Avirit, donc les industries israéliennes, fabriquent toutes les ailes des F-35. On leur a déjà donné 350 paires d'ailes. Même les F-35 fournis à l'armée américaine ou à l'Inde ou à tous leurs acheteurs, les ailes sont fabriquées par Israël. J'ai dit, Elbit, les casques de tous les pilotes américains sont fabriqués par Israël. Des fois, c'est pas fait en Israël, des fois, c'est fabriqué sous licence en Amérique. Il y a des collaborations. Mais Israël donne énormément aussi aux États-Unis. Donc, c'est pas uniquement, il ne faut pas voir le côté que les Américains nous aident. On aide beaucoup les Américains aussi. Ils nous payent. Un instant. Juste les questions dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je finis, après on laissera les questions. Ça a changé la donne dans la géopolitique. Si vous regardez l'image de gauche, ceux qui sont en Israël depuis longtemps se rappellent, c'est la guerre du Golfe. Quand il y avait des tirs Scad qui étaient tirés sur Israël, et comme on avait peur que ces missiles soient armés de gaz, on nous avait fait porter des masques à gaz. Alors aujourd'hui, on va dans le mamad, dans la chambre blindée. À l'époque, on allait dans le Cheder Atum, une chambre qu'on avait mis du sparadrap pour bloquer l'aération de la chambre, et on mettait des masques à gaz. Et les Américains ont engagé la guerre. Vous voyez, à droite, il y a l'Irak. Vous voyez dans le tableau de gauche, l'Irak. Et contre l'Irak, les Américains ont fait une coalition. États-Unis, Koweït, Arabie Saoudite, Turquie, Royaume-Uni, France, Égypte, Émirats Arabes, Oman, Syrie, Maroc, Pakistan, Bahreïn, Bangladesh, Canada, Italie. Enfin, je ne vais pas lire toute la liste. Vous voyez la taille de cette liste. Les Américains ont fait une coalition internationale contre l'Irak. Israël a supplié de faire partie de cette coalition. On était les premiers concernés. C'est nous qui avons pris les scuds dans la figure. Mais les Américains nous ont interdit, parce que si Israël participe, alors tous les autres vont lâcher les Américains. Donc, on n'a pas eu le droit de participer à cette guerre. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est Israël avec les Américains contre tout le reste, contre le Pakistan, contre la Russie, contre la Chine, et on est l'allié stratégique principal des États-Unis. Donc, on voit d'où on est passé en 1991, où on était au banc, on a juste le droit de se terrer dans nos chambres avec les masques à gaz, et aujourd'hui, on est ceux qui attaquent avec les Américains en Iran. Je crois qu'il reste encore deux diapos. Netanyahou a annoncé qu'il veut débloquer un crédit de 108 milliards de dollars pour Israël. C'est de nouveau, c'est de rêver dans les étoiles, parce qu'il a un plan sur je ne sais plus combien d'années, de donner l'indépendance militaire à Israël, qu'on ne soit plus dépendant des armements américains, mais qu'on fasse nous-mêmes tout le matériel dont on a besoin. C'est grandiose, mais moi je pense que c'est très important parce que c'est un changement de pensée. C'est-à-dire que se dire, on est capable de devenir indépendant. À l'époque du Lavi, le gouvernement israélien, qui est un gouvernement de droite, pensait qu'on est capable de construire un avion de chasse, on est capable de le réaliser, etc. Mais beaucoup ont dit, non, on ne peut pas sans les Américains, on ne pourra pas jamais, il faut tout prix faire ce que les Américains disent, on accepte le dictat américain. Aujourd'hui, on a changé, notre optique a changé. On a compris que, Baruch Hashem, on a, avec l'aide de Dieu, à Noten Chochma, il y a une bracha, que quand on voit quelqu'un très intelligent, on fait une bracha. On remercie Dieu, qui a donné sa sagesse à ceux qui le craignent. Donc on remercie Dieu de cette chokhma qu'il nous a donnée pour devenir indépendant et créer ce matériel incroyable. Et Netanyahou a annoncé qu'il veut faire un plan d'indépendance israélienne. Et bien sûr, il y a toujours encore en Israël des opposants à ce plan. Et il le fait grâce au fait que les réussites dans cette guerre sont tellement impressionnantes qu'on a des cahiers de commandes du monde entier qui commandent pour des dizaines et des dizaines de milliards de matériel israélien. On a un problème maintenant, on n'a plus assez d'ingénieurs et d'unités de production pour produire tout ce que le monde entier veut nous acheter. Donc ça, c'est très très fort, c'est un changement de positionnement israélien dans le monde. Et c'était ça le message de cette conférence, que cette guerre d'Israël, c'est un changement, un passage. On passe de la guerre du Golfe, où on a le droit de se défendre, on a le droit de se terrer dans nos abris, à la guerre de l'Iran, où on est des acteurs principaux sur le terrain en Iran. Et la seule chose qu'il faut encore souhaiter, c'est une photo, un petit film que j'ai pris quand est revenu le dernier otage, Ran Gvili, qui est rentré en Israël.
et on aimerait le voir plus souvent à la télé. בברכת הודיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. Donc c'est ça qu'on voudrait, qu'on puisse remercier Dieu de toutes ces avancées technologiques, de toute cette indépendance technologique, parce qu'il faut se rappeler que, ok, on est balèze, mais quelqu'un nous a donné la chorma, et quelqu'un fait que tous ces avions en vol, qui volent en Iran, font tellement de missions, sans problème technique, sans... Les Américains ont déjà perdu 3 appareils qui se sont écrasés. Chez nous, Baruch Hashem, tous nos pilotes sont rentrés. Ok, on est balèze, mais il y a lieu de remercier Kadosh Baruch Hu. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro pour les questions. Quelqu'un a posé une question il y a 3 minutes. Là. Maintenant, c'est le moment. Moi, j'avais une petite question, justement, par rapport au plan d'indépendance que demande Bibi maintenant sur les prochaines années, qui, on espère, fonctionnera. Mais on n'a pas entendu de réaction des États-Unis face à ça. Les États-Unis, ils fulminent, bien sûr. C'est bien. Évidemment. Il faut se rappeler qu'on leur donne beaucoup, mais on est des concurrents. Tout ce qui est vendu par Israël, ce n'est pas vendu par les Américains. Et il y a quand même encore un petit problème, c'est que Israël fait quand même partie de la famille des nations, bien que les Nations Unies, ce n'est pas une grosse réussite. Mais je rappelle que les décisions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Et ce qui nous sauve fois après fois des résolutions anti-israéliennes, c'est les Américains qui ont un droit de veto. Alors, tant qu'on n'est pas capable de dire, fermez les micros, n'enregistre pas un instant, tant qu'on n'est pas, non, n'enregistre pas, tant qu'on n'est pas capable de dire merde au monde entier, quand on était convoqué à la cour, à la CPI, à la Haye, au lieu de dire vous êtes un ramassis d'antisémites, on n'y va pas, on va, et après on s'étonne qu'on est déchiré par la CPI, pourquoi ils ont fait des décisions anti-Bibi. Tant qu'on n'est pas capable de dire, de se débrouiller, d'assumer, alors on a besoin des Américains. J'espère qu'on va arriver à cette indépendance, effectivement. On y arrivera. C'est les plans de la Géoula d'Israël. Mais pour ça, je dis, c'est déjà très important. Le fait qu'on ait le lion et le cri du lion, le rugissement du lion, on commence à se réveiller. Je pense que c'est ce qui est très important dans cette guerre, c'est qu'il y a un changement d'optique. Si on était le 5e roue de la charrette américaine, on commence à comprendre qu'Am Israël, c'est Am Israël, et pas la 5e roue de la charrette américaine. Ok. Bien, alors s'il n'y a plus de questions, alors je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Une nuit calme. L'Iran, qu'ils arrêtent de nous tirer dessus.